Aujourd'hui, les moteurs synchrones à aimant permanent ou moteurs à courant continu sans collecteur sont omniprésents. Leur succès vient principalement des progrès de miniaturisation des composants électroniques. On les trouve dans des applications aussi diverses que les disques durs, les satellites ou les véhicules électriques. Suivant l'application, le couple et la vitesse à fournir varient. Ces moteurs prennent alors différentes tailles ou formes. Le moteur synchrone à aimant permanent se compose d'un rotor extérieur ou intérieur sur lequel se trouvent le ou les aimants permanents. Chaque paire d'aimants forme en général une paire de pôles. La culasse rotorique supporte les aimants et guide le flux magnétique. Le bobinage, composé de fils de cuivre isolés entre eux, forme les enroulements qui constituent les phases. Il peut être autoporteur, plat ou logé dans des encoches. Le stator, formé d'un empilement de fines tôles, ce qui limite les pertes par courant de Foucault, supporte le bobinage. Il peut se présenter sous la forme d'un disque ou d'un cylindre, avec ou sans encoche. C'est essentiellement l'application du moteur qui déterminera sa configuration ou sa taille. Parfois, le moteur peut être déroulé et mis à plat, et devenir ainsi un moteur linéaire. Quelle que soit la structure du moteur, le principe électromagnétique reste le même. Le moteur triphasé, présenté ici, possède 4 pôles et 12 encoches. Un programme de modélisation par élément fini permet de représenter, par des lignes de flux, le champ magnétique produit par les aimants. Celles-ci ont des propriétés particulières. Elles se referment sur elles-mêmes, elles traversent les matériaux qui leur offrent le moins de résistance magnétique, c'est-à-dire le fer. Elles quittent le fer avec un angle proche de 90 degrés, sauf en cas de saturation de ce dernier. Voici comment elle se comporte lorsque le rotor tourne. Lorsque l'on entraîne le moteur en génératrice, les phases du moteur voient la variation du flux magnétique de l'aimant. L'interaction de ce flux avec le bobinage génère une tension alternative aux bornes de ce dernier. C'est la tension induite de mouvement. Son allure dépend de la distribution de l'induction dans l'entrefer et du type de bobinage. Son amplitude est notamment proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur. Le rapport entre la vitesse de rotation du moteur et la fréquence de la tension induite est proportionnel au nombre de paires de pôles du moteur. Plus ce nombre est important, plus le rapport des fréquences est élevé. Ainsi, pour un moteur triphasé ayant 14 pôles rotoriques, soit 7 paires de pôles, chaque fois que le rotor fait un tour, chaque phase du stator voit défiler 7 pôles nord et 7 pôles sud. La fréquence électrique est, dans ce cas, 7 fois plus élevée que la fréquence mécanique. En fait,
La tension induite de mouvement donne une image de la position du rotor par rapport au stator. La mesure de l'amplitude ou de la fréquence de la tension induite permet de déterminer la vitesse de rotation. Un tel moteur peut alors servir de capteur de vitesse. Le couple d'un moteur synchrone à aimant permanent possède deux composantes, le couple réluctant et le couple électromagnétique. Le couple réluctant est généré par l'interaction des aimants avec les dents statoriques. Comme le circuit magnétique associé au moteur cherche toujours à minimiser son énergie, il se place automatiquement dans une position d'équilibre. Tout écart de cet équilibre conduit à la création d'un couple. L'amplitude de ce couple est fonction de la forme géométrique des dents et de la distribution du champ magnétique dans l'entrefer. Sur un tour complet du moteur, sa moyenne est nulle. Suivant la configuration du moteur, à savoir le nombre de pôles et d'encoches, la valeur de ce couple peut être plus ou moins importante. Par exemple, pour un même rotor, le couple réluctant associé à la configuration 8 pôles 12 encoches sera important. Il sera diminué pour la variante 8 pôles 6 encoches et sera nettement plus faible pour la version 8 pôles et 9 encoches. Un moteur à stator plat, c'est-à-dire sans encoche, n'a pas de couple réluctant. Pour certaines applications, comme un moteur pas à pas, on cherche à augmenter ce couple, alors que pour d'autres, comme un disque dur par exemple, on cherche à le supprimer. Le couple électromagnétique est créé par l'interaction du champ des aimants avec celui des bobines alimentées. Sa valeur est nettement plus importante que celle du couple réluctant. Pour un moteur composé de 3 bobines, une par phase, et d'une paire de pôles magnétiques, l'alimentation de la bobine associée à la phase A génère un électroaimant associé à cette phase. Sachant que des pôles magnétiques opposés s'attirent, les pôles du rotor tendent à s'aligner avec le champ généré par la bobine. Si l'on veut continuer le mouvement, une fois que le pôle est en face de la bobine alimentée, il faut inverser le sens du courant dans la bobine afin d'inverser la polarité de l'électroaimant. Les deux pôles se repoussent alors et le rotor continue sa course. Dans le but de contrôler le sens de rotation du moteur et d'obtenir un couple aussi constant que possible, on recourt aux deux autres phases. En alimentant la phase A avec un courant sinusoïdal, on produit ainsi un champ magnétique variant sinusoïdalement. En faisant de même pour les deux autres phases, tout en déphasant chacune d'elles d'un tiers de période, on obtient alors 3 champs magnétiques sinusoïdaux déphasés. Une fois combinés, ces 3 champs magnétiques deviennent un champ tournant sur lequel l'aimant du rotor s'aligne. Le couple que le moteur fournit est directement proportionnel au courant qui le traverse. Si le champ tournant est en avance sur le rotor, l'aimant est tiré par le champ magnétique. Le couple électromagnétique ainsi créé permet alors de soulever une charge et l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique via l'énergie magnétique. Par contre, si le champ tournant est en retard sur le rotor, il agit comme un frein et sert à retenir une charge dans sa chute. Ici, le moteur fonctionne en mode générateur, car il convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique.